Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous avons l'honneur et plaisir d'écouter ta synthèse aujourd'hui sur le livre de Don Miguel Ruiz sur les quatre accords Toltec. Quelque chose qui est, enfin, un livre qui parle d'une sorte de liberté personnelle. Un livre que tu as découvert chez ton médecin. Oui, en fait, j'étais dans la salle d'attente de l'ostéo et les quatre accords Toltec étaient affichés. Et ça m'a intriguée. Et donc, je suis allée voir ce que c'était. Mais là-bas, c'était juste le livre ou juste juste les quatre accords? Les quatre accords qui étaient affichés. Ils sont très D'accord. simples. Vous allez voir, les quatre accords sont très simples. Donc, on peut les afficher partout pour s'en souvenir tous les jours et mettre en application tous les jours. Alors, dis-moi, c'est qui déjà ce Don Miguel Ruiz? Alors, Don Miguel Ruiz, il est mexicain, il est enseignant. Mhm. Et donc, c'est un descendant en fait des Toltecs. Et c'est un nagual, c'est-à-dire un chaman Toltec. Il a d'abord été neurochirurgien, mais il a eu un grave accident et une expérience de mort imminente. Donc, Ah, il a cherché des réponses à des questions sur l'existence dans la tradition toltèque. Et c'est pour ça qu'il s'est replongé dans ses racines et que maintenant, il nous partage toutes ses connaissances, en fait, comme les chamans d'autrefois. Et son livre, Les quatre accords toltèques, a eu vraiment un très, très gros succès. Il est paru d'accord. depuis 97. D'accord. Est vendu déjà à plus de 4 millions d'exemplaires. Ouais. Wow. Et donc, ce qu'il souhaite nous faire partager dans son livre, c'est quatre règles simples que nous allons voir, qu'il faut appliquer au quotidien pour mieux appréhender le monde et se libérer de croyances limitantes qui fondent notre quotidien et qui finalement nous empêchent d'être heureux et nous font souffrir au quotidien. Donc, D'accord. Et toi, ça, c'est parti d'un constat, il est parti d'un constat que les gens sont malheureux dans le monde ou comment oui, ben on va devoir, il fait un état des lieux en fait, du D'accord. départ du livre. Pourquoi les gens sont malheureux? Moi, je suis heureux, moi. Mais peut-être que tu les appliques déjà, tu vas voir. Donc oui, tu m'avais demandé une petite présentation. Oui, présente-toi maintenant, toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je suis ingénieure arts et métiers. Je suis actuellement auditrice, toujours en activité sur les systèmes de management. Mais ma passion, c'est toujours été l'apprentissage. J'ai toujours donné des cours particuliers à des enfants. Et je me suis intéressée à comment fonctionne notre cerveau. En fait. Pour pouvoir apprendre, il faut savoir comment fonctionne notre cerveau. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le réseau de coach passion d'apprendre, avec beaucoup de techniques d'apprentissage. Et aujourd'hui, donc, j'ai deux jobs. Je suis à la fois auditrice et j'accompagne aussi des enfants en difficulté, où je coach des étudiants et je fais aussi des ateliers pour les adultes. Et tu habites dans le sud de la France. Oui, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc, vous voyez derrière la photo, c'est des lavandes. Ah, c'est joli. Donc, au sommaire de la présentation, je vais vous parler un petit peu des Toltecs. Mhm. Comme tu disais, ben, il y a un état des lieux. Dans Miguel Ruiz fait un état des lieux. Pourquoi on est malheureux? Et après, on passera les quatre accords Toltecs un par un. Super. Ils sont très simples et que peut-être on applique déjà. Donc, les Toltecs, ben, ils vivaient il y a à peu près entre 1000 et 1300 dans le sud du Mexique. Et c'est un peuple ou un groupe, en fait, que je trouve très moderne, parce que c'est à la fois des hommes et des femmes, et c'est aussi des savants et des artistes, et qui ont pour objectif d'explorer la connaissance spirituelle et de préserver les pratiques anciennes des Toltecs. Par contre, cette sagesse, ils ont été obligés de la dissimuler liée aux conquêtes européennes, à un moment donné, tout ça. Et aussi, il y a eu un peu on parle d'abus de pouvoir, en fait, de certaines personnes qui ont voulu récupérer ce mode de vie pour eux-mêmes et pouvoir manipuler les gens. Donc, c'est resté assez caché, mais il y Mhm. avait une prémonition qui disait que ces accords allaient ressortir et qu'il y aurait un moment où il serait bon de les faire ressortir. Et c'est peut-être ça que fait Dom Miguel Ruiz aujourd'hui. Donc, la tradition toltèque, ce n'est pas une religion, mais c'est plutôt un mode de vie donnant accès au bonheur et à l'amour,
avec aussi une dimension spirituelle. Il parle beaucoup de Dieu qui est partout, on est Dieu et Dieu est tout autour de nous. Donc cette dimension spirituelle, j'en parlerai pas trop, parce que les accords Toltec, on n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire en Dieu pour pouvoir les appliquer. D'accord. Donc l'état des lieux. En fait, il utilise un mot très fort qui est la domestication. Il explique que lorsqu'un enfant naît, il arrive dans une famille, dans une société, avec une certaine religion, il va à l'école, et toutes ces personnes qui l'entourent, en fait, le conditionnent. On lui dit qu'est-ce qu'il faut croire, ne pas croire, ce qui est acceptable, pas acceptable, bon, mauvais, laid, beau, tout ce qui est juste et faux. Et tous ces gens autour de lui donnent aussi des opinions. Un enfant peut entendre toute son enfance, tu es stupide, tu es un bon à rien, et ça va être ancré en lui, en fait. Oui. Et du coup, toutes ces règles, ça forme le livre des lois. Et on parle de domestication parce qu'en fait, l'enfant, il peut pas lutter, il n'a pas le choix. Parce qu'il a peur d'être puni, il a peur de ne pas avoir de récompense, et il a peur d'être rejeté par ses parents. Ouais. Et soit on lui dit bravo, tu es un gentil garçon, tu as fait ce que je te demandais, soit tu es un mauvais garçon, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc Et on va te l'enfant, punir. voilà. Donc c'est bâton-carotte en fait tout le temps pour les enfants. Parce qu'il a besoin d'être accepté par ses parents, besoin d'être aimé. Un enfant, il agit parce qu'il a besoin de cet amour. Il a peur que s'il n'agit pas comme ses parents demandent, il ne sera pas aimé. Et donc, il donne l'accord à cette information. Et donc, Don Miguel Ruiz parle d'avoir la foi, c'est-à-dire il croit sans condition. Et il n'est plus lui-même. C'est pour ça qu'il dit qu'on est malheureux, parce qu'on n'est pas nous-mêmes, en fait. D'accord. Et en étant adulte, en fait, on a toujours cette peur d'être rejeté par les autres. Et donc, on porte un masque social. On applique ces règles au quotidien. On n'a plus besoin de la carotte et du bâton des parents. On a nous-mêmes notre juge intérieur qui nous dit, par rapport à ce livre des lois qu'on a fait nôtre, c'est bien, c'est pas bien. Oui, c'est un peu quelque part un conditionnement de société, oui. Oui, c'est ça. Domestication, c'est le conditionnement sociétal. Et donc, on a notre juge intérieur qui nous dit c'est bien, c'est pas bien. Et en plus, ce que rajoute Don Miguel Ruiz, c'est qu'en plus, on se juge en permanence et plusieurs fois sur la même erreur. Parce qu'on a une mémoire, contrairement à des animaux, par exemple, qui ont des sociétés animales, ils sont punis une fois, mais nous, on ressasse tout le temps parce qu'on a notre mémoire. Et là, on retombe un peu sur comment on appelle, la zone de confort, en fait. Quand on respecte notre livre de loi intérieur, on se sent en sécurité. Et dès qu'on ne le respecte pas, on ne se sent pas bien, en fait. C'est tellement ancré en nous qu'on porte ce masque tout le temps. Et on n'est pas nous. Et on n'est pas heureux. Alors, il se peut si on a eu des parents qui sont bienveillants, puis on est dans un environnement bienveillant, etc. Oui, bien sûr. Voilà, il y a pas on peut se, comment dire, éduquer. Être nous-mêmes. Et c'est ça, éduquer ses enfants à la bienveillance, c'est vraiment être à l'écoute de ce qu'ils sont et les aider à se connaître. Et ce qu'il appelle accord, en fait, c'est croire ce qu'on nous dit et en faire notre vérité intérieure. Et donc, comme les accords passés ont été faits basés sur la peur de ne pas être récompensé, la peur de ne pas être aimé, on a conclu beaucoup plus d'accords sur la peur qu'il faut briser parce que ça gaspille notre énergie, en fait. Au lieu de, par exemple, il donne l'exemple d'une petite fille qui chante et puis sa mère arrive du travail, elle est un peu énervée, puis fatiguée, donc elle dit à sa fille tais-toi, tu as une voix de casserole, alors qu'elle a une belle voix, c'est juste que c'était pas le moment, sa maman était fatiguée. Et il dit cette petite fille, peut-être qu'elle ne chantera plus jamais de sa vie, alors elle aurait pu devenir une très bonne chanteuse et nous faire profiter de tout ça en plus.
Donc, c'est du gaspillage d'énergie. Alors que si on passe des accords basés sur l'amour, ben, on augmente notre énergie. Et donc, il nous explique que pour adopter les 4 accords Toltec qu'on va voir, il faut beaucoup de volonté, parce qu'il faut sortir de ce conditionnement en fait, qu'on a depuis l'enfance. Ça va nous aider à briser tous ces accords basés sur la peur, et ça apporte des transformations étonnantes. Ah, et on touche le côté volonté forte, ça veut dire que l'autodiscipline, force de volonté. Oui. Et là, déjà, on peut passer toute une vie à explorer là-dedans. Déjà, il faut avoir conscience. Voilà, la première chose, c'est d'en avoir conscience. Après, je pense aussi il y a un moment où on est prêt aussi à les appliquer. Quand on est prêt, ça se passe plus facilement. Ah ben, certainement. Si on n'est pas prêt, en fait, ça ne va jamais se passer. Ouais. Le premier, que votre parole soit impeccable. Tu vois, c'est simple. Que votre parole soit impeccable. A priori, oui. Il nous parle du pouvoir de la parole qui est extrêmement fort. Parce que c'est un pouvoir créateur. C'est la manifestation de nous-mêmes. C'est une force pour s'exprimer, communiquer, penser. Et il explique qu'un seul mot peut changer une vie, comme l'histoire que je vous racontais de la petite fille qui ne chantera plus parce que sa maman, une fois, lui a dit qu'elle avait une voix de crécelle. Et il suffit en face de nous, la personne ait un esprit fertile, et chaque parole, on plante une graine qui va pousser. Donc, soit c'est une bonne graine, soit c'est une mauvaise graine. Et il donne 2 métaphores qui sont intéressantes. C'est l'épée à double tranchant, qui à la fois peut libérer, la parole peut libérer, mais elle peut aussi asservir. Et il donne un exemple très fort. D'ailleurs, il parle d'Adolf Hitler, avec son pouvoir, le pouvoir de ses discours, où il a réussi à mener tout un peuple vers la destruction qu'on a connue. Donc, c'est vraiment ce pouvoir de la parole est énorme. Oui, en fait, ça me fait penser aussi à des zones. En fait, il y a des études qui ont démontré que dans le cerveau humain, les zones qui sont responsables pour la douleur, ce sont les mêmes. Elles vont s'activer. En fait, on peut blesser quelqu'un avec les mots et on peut blesser quelqu'un physiquement. On peut le taper. Mais dans le cerveau, ce sont les mêmes zones qui vont s'activer. Une parole peut être aussi violente qu'un coup de poing. Exactement. Ça peut faire aussi mal ou peut-être même pire. Parce qu'après, ça peut rester pendant des années, alors que si quelqu'un m'a tapé, après mon corps, bon, il va, je sais pas, j'ai eu des bleus, j'ai eu jambes cassées ou quelque chose, et puis après, ben, on n'en parle plus. Ça fait plus mal, en fait. Mais si ça reste, les paroles, en fait, ça peut rester à vie. Ça peut, voilà, on peut blesser des gens avec des paroles beaucoup plus fortes que physiquement, quelque part. Exactement. Et donc, l'autre, c'est l'image du magicien, parce que la parole, c'est un pouvoir magique, et ça peut être soit de la magie pure, soit de la magie noire. À chaque fois qu'on donne une opinion, on jette un sort. Et donc, soit c'est une bonne opinion, soit une mauvaise opinion. Et si en face, encore une fois, si le terrain est fertile, on peut semer une graine chez quelqu'un. Oui, et là, les opinions, ça vient tout simplement des croyances qu'on a. Exactement, c'est ce qu'on va voir plus tard. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est avoir une parole impeccable? Donc, on revient un peu dans la spiritualité. Impeccable, c'est être sans péché. Et sans péché, c'est ne pas se faire du mal à soi. Alors, ça peut paraître bizarre de dire que ma parole peut me faire, si je dis quelque chose de mal à quelqu'un, je peux me faire mal à moi. Mais c'est parce que si je blesse quelqu'un, forcément, au moment où il y aura un retour, parce qu'il aura du ressentiment pour moi. Donc, si je n'ai pas une parole impeccable, je me fais aussi du mal à moi. Il faut prendre la responsabilité de ses actes et pas dire à chaque fois c'est la faute de l'autre et agresser les gens. Il ne faut pas juger, ni critiquer, ni rabaisser. Mm-hmm. Et le pire de la parole qui n'est pas impeccable, c'est la médisance. C'est rapporter des ragots, dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, on n'en sait rien. Mais colporter ça par sa parole, c'est vraiment ne pas avoir une parole impeccable. Par contre, c'est très difficile à appliquer parce que cette parole impeccable, elle n'est pas impeccable, c'est souvent inconscient. Notamment quand on est en colère.
quand on crie sur quelqu'un parce qu'on est énervé. Il y a des paroles, on regrette souvent ces paroles, ça arrive. Oui. Et voilà, il y a des moments où on n'arrive pas à retenir notre parole. Et il dit que le mensonge est un mode de communication et qu'on utilise souvent dans nos sociétés la parole pour médire, critiquer, culpabiliser, détruire. Et on exprime beaucoup de sentiments négatifs comme la colère, l'envie, la jalousie, la haine. Et c'est vrai que dans la société, on est plus là pour critiquer en fait que pour dire des choses positives. Dans la vie de tous les jours, enfin, dans ma société par exemple, c'est plus facile de dire ce qui ne va pas que de dire ce qui va bien. Et tout ça nous maintient dans un état de peur et de doute. Et moi, ce que je voulais vous proposer, c'était d'observer en fait tout ça. Ah, quelque Oui. part, en fait, quand on regarde d'une grande échelle, un gouvernement ou voilà, une société, c'est plus facile de orienter les gens, pour ne pas utiliser le mot manipuler, dans une certaine direction par la peur, justement, Bien sûr. par la haine. Et puis, ouais, on voit beaucoup ça dans le monde politique, en fait. Ouais, Des ouais. paroles de haine, de critique, de colère, et puis de tout ça, oui. Oui, c'est vrai que dans le discours politique, il y a rarement des phrases positives, de choses positives qui se passent. Ce sont des choses négatives. Donc, essayez de regarder pour vous rendre compte, en fait, que notre parole, elle n'est pas impeccable, d'observer, en fait, votre parole et la parole des autres. Moi, la cause des enfants me marque beaucoup et je suis atterrée de voir dans la rue des parents parler à leurs enfants, la façon dont ils parlent aux enfants, comme ils rabaissent leurs enfants. Ah oui, mais c'est juste incroyable. C'est fou, hein. Alors, ça fait vraiment mal au cœur, mais tu ne peux pas intervenir, c'est leur relation, mais Non, tu je peux dis, mais pas. Ouais. c'est fou. Et puis c'est souvent, quoi, c'est pas ponctuel, c'est souvent. Mm. Parce que sur le coup, en fait, j'ai pas envie de les expliquer, mais c'est plus facile, c'est vrai, c'est plus facile sur le coup, à court terme. Comme ça, je vais obtenir ma tranquillité et puis il va faire ce Ouais. que je veux. Mais quelque part, c'est le synonyme de d'un parent qui n'est pas outillé pour mener en fait la discussion avec l'enfant et puis avec ses actes parce qu'il n'a pas de compétences de communication, de gestion d'émotions et soft skills en fait. Oui. C'est souvent ça en fait. C'est que si un parent, si un adulte qui a, je sais pas, plus de 30 ans et doit en fait utiliser des méthodes les plus simples de manipulation et de, comment dire, chantage pour faire un truc à un enfant de allez, 3, 5, 10, 12 ans, franchement, je ne comprends pas en fait. Il y a un problème. Hein. Alors, comment mettre en application ce premier accord? Il faut d'abord que la parole soit impeccable envers soi. C'est vrai que ça nous arrive à tous de se dire oh, quel con, t'as fait une bêtise là. Donc, d'abord, être impeccable envers soi, en fait. Arrêter de se traiter, de se dévaloriser. Et plutôt valoriser nos propres réussites et les atouts des autres, en fait. C'est ça qu'il faut faire avec les enfants, c'est valoriser toutes leurs réussites. Et avant de parler, se poser les questions. Est-ce que c'est vrai? Comme ça, c'est pas une rumeur que je vais faire colporter. Et est-ce que c'est un acte d'amour? Parce que sinon, on pourrait se dire, bah, du coup, je peux plus critiquer quelqu'un, je peux plus lui faire de remarques parce que ma parole sera pas impeccable. Mais si c'est par acte d'amour pour faire progresser une personne, par exemple, on peut lui faire des critiques du moment que c'est bienveillant. Oui. Nous qui sommes dans l'apprentissage, quand on a des élèves, il faut bien leur faire remarquer qu'il y a des erreurs pour les corriger. Et puis on progresse. Oui, c'est des pistes d'amélioration, comme on aime bien dire. Et souvent, voilà, avec les mots, on peut bloquer un enfant. Le deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Moi, j'ai mis entre parenthèses quoi qu'il arrive, parce que des fois, on trouve ce quoi qu'il arrive dans des versions des 4 accords. Donc, je fais pas l'affaire personnelle, mais je fais l'affaire comment?
Global? En fait, quand on fait une affaire personnelle, il dit c'est même être égoïste en fait. C'est de Oui, penser que c'est mon ego en fait qui est touché. voilà, c'est ça. C'est de penser que tout nous concerne. Alors, tout ne nous concerne pas. Et puis, on n'est pas responsable de tout. Et si on a fait une affaire personnelle, c'est qu'on donne notre accord à l'opinion de quelqu'un. Si quelqu'un nous traite de stupide et qu'on rumine tout ça toute la journée, c'est qu'on donne notre accord au fait qu'il ait dit qu'on est stupide. Mhm. Et du coup, on a une proie facile pour manipuler, quoi, si on prend tout de suite tout ce qui est pour affaire personnelle. Donc, il faut arrêter de penser que ça nous concerne, tout ce que les autres pensent. Et puis en plus, si on est blessé dans nos croyances, ça va aller dans des conflits. Alors que ce que pensent les autres, ça leur appartient. Voilà, les opinions des autres leur appartiennent. Ce que les autres disent et font, c'est une projection de leur propre réalité parce qu'ils ont leur propre livre de loi. Donc c'est leurs rêves, c'est leur colère, c'est leur fantasme. Et on n'est pas responsable de ce qu'ils pensent. Non. Et une critique, c'est que l'image que se fait l'autre de nous, mais c'est pas nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être blessé si on nous critique. Et pourtant, ça peut faire. Surtout des personnes proches. Oui, Dans une famille, voilà, entre les parents, enfants, et puis à tout âge. Hein. parce qu'on veut être aimé. On a toujours cette peur d'être rejeté. Donc, quand on a une critique, eh ben, on se dit que la personne ne nous aime plus, donc ça fait mal. Pour mettre en application, il faut prendre conscience des moments où on se sent mal, quand on rumine. Il faut trouver la source. Alors là, j'ai mis un petit bonhomme, pour expliquer, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose. Et s'il s'agit de paroles d'une personne, vous savez que ce n'est pas à nous et qu'on n'en est pas responsable. Donc, il faut passer à la suite. Ce qui n'est pas forcément facile à faire. Ouais. Troisième accord, ne pas faire de suppositions. Ne faites pas de suppositions. C'est celui qui m'a le plus aidé, je pense. Parce que j'étais une personne qui faisait tout le temps des suppositions. En Alors, fait, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? l'humain, tout être humain a besoin de comprendre. On Mhm. est tout le temps en train de chercher des réponses. Et par contre, on a peur de poser des questions. Ah, Et du coup, ces suppositions, elles deviennent certitudes, réalité. Parce que, en fait, au lieu de poser des questions, on va trouver par nous-mêmes, par exemple, des objets, des situations qui vont nous conforter dans nos suppositions. d'accord. Donc, en fait, au lieu de poser la question pourquoi vous avez, par exemple, peint cette maison en bleu, je suppose que parce qu'il a un fils, comme il aime bien bleu, ça devait être pour ça. Voilà. Ou pire, il a peint sa maison en bleu pour m'embêter. Ah, Et c'est pour ça que moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, quand quelqu'un était en retard à un rendez-vous de 10 minutes, je commençais à m'inquiéter, à me dire, il a eu un accident de voiture. d'accord. Et donc, on est là, voilà, je me crée du stress pour rien, de la souffrance, parce que c'est des personnes proches et je n'avais pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Et puis, il peut arriver aussi qu'on arrive à des conflits, parce que comme on crée cette réalité nous-mêmes, après, on Mhm. arrive en conflit avec quelque chose qui est vrai. Et du coup, on peut se disputer avec des gens parce qu'on a fait des suppositions. Mhm. C'est l'exemple des personnes jalouses qui s'imaginent que l'autre personne la trompe, qu'elle ne répond pas au téléphone parce qu'il est avec sa maîtresse ou son amant. Et voilà, on devient jaloux et on rentre en conflit sur des choses qui sont fausses. On crée nous-mêmes notre réalité à partir de suppositions. Et il y a une supposition particulière, quand on est tous, je pense qu'on est tous comme ça, c'est de croire que les autres, surtout les personnes qu'on aime, les proches, comme tu disais, la famille, tout ça, savent ce qu'on en attend d'eux sans avoir à parler. Et ça, je trouve que c'est assez typique d'un couple où on pense que l'autre nous aime suffisamment pour comprendre tous nos besoins Ouais. et on attend qu'il réponde à tous nos besoins sans lui en avoir parlé. Et du coup, quand ils ne le font pas, on est blessé parce qu'on pense qu'il a fait exprès de ne pas le faire. Puis il doit savoir ce que j'attends, alors que je lui en ai jamais parlé. Ouais. Ah, dans la supposition, j'ai aussi une Un exemple. anecdote, une anecdote, hein, plutôt une anecdote, une blague.
où il y a une personne, deux voisins. Il y a deux voisins. Il y a un voisin qui va voir l'autre et sur la route, il veut lui emprunter en fait une, une débroussailleuse hein, pour faire un peu de jardinage. Et donc il va et sur la route il dit ah ben non, il est toujours mauvais, il va jamais m'emprunter ça. Mais bon, je vais aller quand même demander. Oui, mais de toute façon, c'est pas la peine parce que de toute façon, il va dire que je suis nul et puis que je vais tout casser. Donc, c'est même pas la peine que je demande. Mais comme ça, en fait, en se ruminant comme ça, il arrive devant sa porte, il frappe. L'autre voisin, il ouvre et il dit tu sais, t'as des broussailleuses, va te faire voir avec ta débroussailleuse, j'en ai pas besoin. Alors que l'autre, il ouvre et il dit qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, c'est ça. On se crée une histoire qui est fausse, en fait, et on y croit. Oui. Alors, pour mettre en application le troisième accord, de prendre conscience des moments où on fait des suppositions, oser poser des questions jusqu'à ce que ce soit clair pour nous et exprimer clairement nos besoins, même auprès des personnes qu'on aime. La télépathie, ça ne marche pas encore, sauf peut-être pour certaines personnes. Mais la plupart des gens, il faut parler. Et clairement. Oui. Parler clairement. Et là, on arrive aussi toujours sur le vocabulaire. Il y a des personnes qui veulent quelque chose, à dire je voudrais ci ou je voudrais ça, ou voilà, au lieu de dire je veux ci, ceci et cela. Et la clarté, en fait, des pensées et puis des paroles, ça joue aussi un rôle important. Non seulement dans la communication avec les autres, mais avec soi-même. C'est que si j'ai bien défini ce que je veux dans la vie, ben, il y a de fortes chances que je vais l'obtenir. Et moi, ce qui m'a, comment dire, frappé, c'est un grand mot, mais ce qui m'a marqué, par exemple, dernièrement, j'ai pu déjeuner en tête-à-tête avec Tony Buzon. Et justement, il m'avait posé on a parlé de ça, justement, de la clarté de ce qu'on veut obtenir dans la vie. Et lui, qui a aujourd'hui 76 ans et qui a vendu des millions de livres dans le monde entier, bah, il dit exactement ça, en fait. Il dit exactement ça, c'est la clarté, être clair vraiment déjà avec soi-même et le bien articuler, c'est la base de tout. Et là, Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a plein de choses, plein d'auteurs qui parlent de ça. le quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. Et c'est quoi le mieux? Alors, c'est d'abord, C'est quoi, justement? c'est dans l'application des trois accords précédents pour qu'ils deviennent en fait des habitudes quotidiennes dans nos actes de tous les jours. Dans nos actes quotidiens aussi, il faut faire de son mieux. Moi, j'essaye d'apprendre à mes enfants à mettre la table correctement, par exemple. Et par contre, il faut se méfier parce que le mieux, il est assez variable. Il peut varier d'un instant à l'autre ou d'une journée à l'autre parce qu'on peut être fatigué, on peut être malade, on peut être de mauvaise humeur. Donc, il ne faut pas toujours se fixer son mieux ad vitam aeternam. Si son mieux, c'est de courir 1 heure par jour, par exemple, c'est pas possible parce que on peut avoir plus ou moins la force, la forme pour pouvoir courir 1 heure par jour. Donc, c'est très variable. D'accord. Est-ce que c'est mesurable aussi? Est-ce qu'il parle Non. Non, sur par ce contre, point? si après, je vais te parler de quelque chose, mais ce qu'il dit, c'est qu'on vit plus intensément quand on fait de notre mieux. On est plus productif. Je trouve ça très moderne, en fait, pour quelque chose qui date de l'an 1000, Oui, c'est plus ça. productif, parce qu'on ne cherche pas la perfection, on fait de notre mieux. Donc, on est plus productif. D'accord. Donc, on vise l'excellence, mais en fait, on est dans l'action, on avance. Ouais, voilà. Voilà, Et c'est comme, faire de son mieux, c'est passer à l'action, surtout. c'est comme l'exemple, justement, on est en train de, avec notre réseau de Passion d'apprendre, on est en train de sortir notre premier livre collectif. Oui. Et, euh, et c'est ça, il n'y a pas tout le monde qui a joué le jeu, je le dis un peu de l'interne, dans le sens où Jérôme, il a préparé en fait tout un process en ce qui concerne la création de passages dans le livre, de paragraphes et tout. Et après, il n'y a pas tout le monde qui a fait comme il a fait dans la procédure, mais quand même,
Il y a le livre, ça y est, la version 1, elle va sortir et on va la sortir. Et après, on va faire la version 2.0. Mais justement, quand même, on a réussi justement à le faire. Oui, c'est le passage à l'action qui nous rend heureux. Parce que, par exemple, il explique que quelqu'un qui passe sa journée couché sur le canapé en train de regarder la télévision, qui ne passe pas à l'action, il n'est pas heureux. Quand on fait de son mieux, on agit parce qu'on a envie, parce qu'on a décidé, et pas parce qu'on attend une récompense. Comme au début, quand on parlait de la récompense, de la punition. Non, on le fait parce qu'on en a envie. Et du coup, on apprend aussi de ses erreurs, puisqu'on le fait par envie. Et on retombe aussi sur quelque chose de très, très moderne, c'est on vit dans l'instant présent quand on fait de son mieux. On se détache du passé. On s'amuse et on ne s'ennuie pas. Et du coup, le juge intérieur, là, dont on a parlé au début, ben, il ne peut plus nous culpabiliser, puisqu'on fait de notre mieux. Donc, on ne se culpabilise plus, on a fait de notre mieux. Et en fait, c'est ça, la mise en application, c'est trouver le juste milieu. Tu me demandais s'il y avait des critères. C'est trop personnel, en fait. C'est ne pas en faire trop, ne pas essayer d'être parfait, parce que ça épuise notre énergie. Ouais. On a besoin de plus de temps pour atteindre notre objectif, donc on n'est pas productif. On est insatisfait. Et si on n'en fait pas assez, on sera aussi insatisfait parce qu'on va s'auto-critiquer, on va être frustré, on va avoir des regrets. Ah si, j'aurais dû faire ça, tout ça. Donc, il faut trouver le juste milieu à chaque instant, en fait, en fonction de soi, de son état de fatigue, d'énergie, parce que des fois, on se lève le matin, on est plein d'énergie. Et on peut avoir une journée où on fait de notre mieux qui est au top 10, et d'autres jours, on est plus fatigué. Parfois, il y a des personnes qui sont trop satisfaites alors qu'elles n'ont fait pas grand-chose. Mais oui, c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu, peu importe de quel côté je suis. Ouais. En fait, ça nous appartient chacun à son mieux. Tu vois, il y en a qui sont satisfaits d'eux en disant qu'ils ont fait de leur mieux. Mais bon. Toi, ton référentiel dit qu'ils auraient pu mieux faire. Un résumé de la synthèse, nous sommes conditionnés, domestiqués par nos parents. Nous passons des accords et nous acceptons ces vérités qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et du coup, on passe notre temps, puisqu'il y a ce livre de loi, on passe notre temps à se juger nous-mêmes, à juger les autres vis-à-vis de ce livre de loi. Et par peur de ne pas être accepté, nous portons un masque social. On n'est pas nous-mêmes. Et notre plus grande peur, finalement, c'est d'être nous-mêmes, de sortir de la zone de confort. Il faut beaucoup de courage pour être nous-mêmes. Et les 4 accords, en fait, ils vont nous aider à faire ça, à devenir nous-mêmes. Et c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est la voie de la liberté personnelle. C'est de devenir nous-mêmes en appliquant ces 4 accords. D'accord. Donc, je vous les répète, c'est que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et faites toujours de votre mieux. Et j'aimerais que vous essayiez de faire un test, en fait. Je l'ai fait à mes enfants, je vais vous donner des exemples. À chaque fois qu'il y avait des situations de conflit, je me suis aperçue qu'il y avait un désaccord qui n'était pas respecté. Par exemple, j'entends crier ma fille « Hé Rémi, où c'est que tu as mis ma tablette ?» En fait, elle est en train d'être en colère contre lui, de rentrer en conflit contre lui, parce qu'elle n'a pas trouvé la tablette où elle la met d'habitude. Sauf qu'elle a oublié qu'elle avait joué à la tablette dans la salle à manger. Elle a fait la supposition que c'était son frère qui lui avait pris sa tablette. Donc, elle a fait une supposition. Et du coup, on rentre en conflit. Un autre jour, je l'ai vue pleurer et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Rémi dit que je suis moche. » Je lui ai dit « T'es moche ?» Elle me dit « Non. » J'ai dit « Arrête de pleurer. » Donc, d'abord, c'est mon fils qui n'a pas eu une parole impeccable. Et c'est elle qui l'a pris comme une affaire personnelle. Et en fait, alors pour faire de votre mieux, je vous parlais de mettre la table. C'est pareil, mes enfants, pour mettre la table, c'est difficile. Alors que s'ils faisaient de leur mieux, ça ne prend pas plus de temps de mettre une table correcte, mais on aurait plus de plaisir à tous se retrouver à table et on passerait un meilleur moment. Donc, c'est ce que j'essaie de leur enseigner. Et du coup, je m'aperçois qu'à chaque fois qu'il y a des conflits ou quand on n'est pas bien, c'est vraiment un des 4 accords qui n'est pas respecté. Et je vous engage à tester ça,
à vous dire, je suis dans une situation qui n'est pas confortable, qu'est-ce qui se passe? Et vous verrez qu'il y a certainement un désaccord qui n'est pas respecté, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Et donc, vous prendrez conscience, du coup, de ces accords Toltec. Oui, c'est intéressant maintenant d'observer, Voilà. d'avoir cette conscience. Maintenant, vous l'avez, vous venez d'écouter, de voir le PowerPoint si vous étiez en train de regarder. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, c'est l'observation qui va nous rendre les comptes, quelque part, de toutes les situations. Et puis, ça peut être assez intéressant comme exercice. Oui. Et donc, après, essayer au quotidien de mettre en application. Et c'est ça, après, le plus dur, c'est qu'il faut appliquer, et puis, mais il faut aussi se donner cette chance justement de faire ça pour être mieux dans la vie. Et dans Miguel Ruiz est très optimiste parce qu'il dit mais moi j'ai mis en application et puis j'ai échoué, mais j'ai recommencé. Et puis si un jour votre parole n'est pas impeccable, c'est pas grave, vous recommencerez le lendemain. Donc il dit vous allez y arriver. Moi j'y suis arrivé, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Super, ben merci beaucoup Isabelle. Merci pour ta... Juste un petit truc, pour aller un peu plus loin. D'accord. Il y a Comment devenir un chevalier des temps modernes. C'est un petit film qu'on peut trouver sur YouTube pour les enfants. On a mis en application des 4 accords Toltec pour les enfants. Ah. C'est très, très intéressant. Et puis, bon, Dom Miguel Ruiz a écrit de nombreux livres, mais il y a aussi le 5e accord Toltec, qui va peut-être une prochaine synthèse, qui dit « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Ok, super. Voilà. Super. Ben, merci encore une fois à toi, Isabelle. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.